Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour, monsieur Étienne Nandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, le calendrier électoral pour les prochaines séances électorales a été publié cette semaine par la CENI et son président Apollinaire Malumalu avait indiqué que tous les préalables à la publication de ces calendriers ont été déjà réunis. Première constatation qui frappe est le coût global des élections qui est évalué à plus d'1 milliard de dollars américains. Pourquoi un coût aussi élevé pour ces processus, Monsieur Mbelou? Monsieur Étienne Nandou, je commencerai par vous faire remarquer que ce processus est un faux. Ce n'est pas parce que nous nous éloignons des élections bidons de 2006 et de 2011 où nous devrions perdre de vue que le processus politique dans lequel le Congo, Kinshasa, est engagé depuis la guerre de l'AFDL est un processus vicieux, vicieux, vicieux et faux. Ça, c'est d'un. De deux. Comment se fait-il que M. l'abbé Apollinaire Malumalu, qui a organisé un fiasco électoral en 2006, puisse se retrouver à la tête d'une commission électorale nationale dite indépendante pour 2016? Qui l'a désigné? Je vous rappelle qu'au cours de l'une de nos émissions, je vous ai dit que nous savons d'où vient M. Apollinaire Malumalu. De deux. De trois, le coût électoral n'est pas un problème, à mon humble avis. Ce qui est un problème, c'est le faux qui couvre tout le processus politique dans lequel le Congo est impliqué depuis la guerre de l'AFDEL jusqu'à ce jour. Alors, il y a des politiciens que j'aimerais appeler politicards parce que j'ai l'impression, je m'excuse de vous le dire crûment, que le Congo, Kinshasa, n'a presque plus d'acteurs politiques. Il n'y a rien, il n'y a rien. Nous ne devons plus nous fier à ces messieurs qui s'habillent en costume cravate, qui essaient de sillonner le monde pour le convaincre que le Congo va devenir demain une démocratie. C'est du bluff tout ça. À quelques rares exceptions près, le Congo n'a plus d'acteurs politiques. Alors, ceux qui font office de politicards participent à une théâtralisation de la politique pour donner l'impression aux masses populaires congolaises qui sont en train de se battre pour un autre Congo, ce qui est faux. Vous ne pouvez pas vous engager dans un processus électoral dans un pays sous occupation des militaires venant de l'extérieur, dans un pays sous la tutelle de l'ONU. Ah, vous avez peut-être suivi, nous y reviendrons en parlant de cet échange qu'il y a eu entre Joseph Kabila et le monde diplomatique. Mais ce qu'il dit, ce qu'il a dit au cours de cet échange-là, révèle un malaise profond. Le malaise, c'est que, depuis la guerre de l'AFDL, contrairement à ce que pense Joseph Kabila, le Congo est un État manqué, un État failli, un État raté et un État sous tutelle. On ne peut pas prétendre organiser des élections dignes de ce nom dans un État raté, sous occupation et sous tutelle. Très bien, on va revenir un peu plus loin. Par rapport à cette situation du calendrier, certaines voix s'élèvent déjà pour dénoncer ces calendriers qui semblent irréalistes. Jacques Njoli, par exemple, qui faisait partie de l'ancienne commission des élections, a affirmé qu'il est impossible d'organiser des bonnes élections en un temps si réduit et d'ajouter sans l'arsenal juridique et avec des contraintes
tant politique et temporel, ce calendrier est plus politique que technique. Monsieur Mbelou, ce calendrier ne serait-il pas un piège à compte de la part d'un régime qui n'a jamais fait mystère de son intention de maintenir le statu quo? Un véritable piège à con. Un piège à con qui n'a rien à voir avec la politique. Je vous dis que depuis la guerre de l'AFDEL, et même bien avant, il y a eu un peu de politique au Congo lors de la conférence nationale souveraine. Là, on a vu la politique dans son état plus ou moins pur, c'est-à-dire la politique en tant qu'organisation du débat public participant de la réorganisation, de la refondation de la cité. Nous avons assisté à cela lors de la conférence nationale souveraine. Mais après, en dehors des luttes menées par l'un ou l'autre parti politique congolais, il n'y a plus de politique du tout. Il n'y a plus de politique. Ce qui se passe maintenant, c'est un marketing, c'est un business. Il y a de ces compatriotes congolais cupides, violents et méprisants pour leurs compatriotes qui voudraient se positionner pour bénéficier des dividendes pouvant venir de ce processus électoral piège à con. Donc, à mon humble avis, il n'y a même pas de débat nécessaire autour de ce processus-là. À mon avis, ce qu'il faut, c'est tout remettre à plat. Malheureusement, parmi ceux qui débattent autour de cette question, qui est purement et simplement une distraction, vous retrouvez ceux qui nous ont vendu le processus dans lequel nous sommes engagés aujourd'hui, dans lequel le Congo est engagé aujourd'hui. Ceux qui nous ont dit hier que Kabila était une chance pour le Congo. C'est là. Le problème, c'est que au fur et à mesure que les années passent, l'amnésie s'impose. On ne réfléchit pas à partir des éléments historiques. On réfléchit à partir du court terme qu'impose au manger-crate ce qu'on appelle processus électoral, mais qui n'est qu'un piège à con, comme vous le disiez. Très bien. Au terme de 2 jours de discussion à Kinshasa, l'opposition politique a qualifié le calendrier des élections publié les jeudis 12 février par la CENI des non consensuels, irréalistes et incohérents. L'opposition estime que la CENI, quoique détentrice du pouvoir légal d'arrêter les calendriers électoraux, aurait dû consulter les acteurs politiques et ceux de la société civile à l'effet de chercher un minimum de consensus. Monsieur Mbelou, Apollinaire Malumalu, par son attitude, ne met-il pas une fois de plus en évidence son manque d'impartialité? Mais il n'y a pas d'acteurs politiques au Congo. Presque pas. Hein. J'exagérerais en disant qu'il n'y a personne. Mais peut-être que 2 ou 3 personnes. Il n'y a pas d'acteurs politiques. Tout ce qu'on a, ce sont les acteurs du statu quo issus de la guerre de basse intensité des années 95, 96, 97. Alors, même si Apollinaire Malumalu voulait avoir un calendrier consensuel, il l'aurait avec la nomenclature attachée au statu quo. Nous avons aujourd'hui, majoritairement au Congo, des compatriotes qui veulent jouer la carte, mais la jouer à fond, la carte des nègres des services du néolibéralisme. Nous n'avons pas d'acteurs politiques à proprement parler. Je vais illustrer cela en vous montrant comment ce débat sur les élections est purement et simplement une distraction. Vous savez, la semaine dernière, un journal quinois a publié un article sur l'implantation,
sur l'arrivée de l'Africom au Congo. Et c'était le journal Observateur. Il disait qu'Africom vient pour travailler à la réconciliation des militaires avec les civils. Et dans mon article que vous avez publié, j'ai dit mon dépit face à l'innocence avec laquelle l'Observateur publie cet article-là. Chez nous, on fait comme si on ne savait pas qu'Africom, c'est le commandement militaire américain pour l'expansion de la domination globale américaine. Africom ne va pas au Congo pour réconcilier les Congolais entre eux. Cette armée de briques et de brocs qui est faite des militaires venant du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi et des autres parties de l'Afrique n'a pas été créée au Congo, n'a pas été mise sur pied au Congo pour les beaux yeux des Congolais. C'est une armée d'expansion de la domination globale anglo-saxonne. Alors qu'un journal congolais publie innocemment un article en disant voilà, Africom sera là pour pouvoir réconcilier les civils avec les militaires, et qu'après, les politiciens débattent du calendrier électoral sans faire aucunement allusion, mais pas allusion à cette incursion de l'Africom au Congo-Kinshasa. Je me dis, nous n'avons pas de classe politique. Il faut renouveler la classe politique congolaise en commençant par débarrasser le Congo de tous ces politiciens qui font du bruit pour leur propre ventre. Peut-être qu'il est possible que j'exagère, mais vu la façon unilatérale dont les débats sont engagés aujourd'hui au Congo, dès qu'on commence à parler des élections, on ne parle que des élections. On ne voit pas Africom en train de s'implanter au Congo. Je dis, ce n'est pas avec ces gens-là, même s'ils avaient été consultés par Apollinaire Malu-Malu. Cela d'autant plus que tout ce beau monde-là s'est retrouvé au mois d'août de 2014 aux États-Unis avec Apollinaire Malu-Malu dans une conférence convoquée par une agence de sédition Made in USA, le NED. Ces agences qui, à un certain moment, financent les révolutions orange ou les révolutions, je ne sais comment on les appelle, contre la souveraineté des pays. Ces agences qui travaillent au détricotage de la souveraineté des pays qui se veulent respectueux de leur peuple. Quand on oublie que tous ces messieurs-là, avec Apollinaire Malu-Malu, se sont retrouvés aux États-Unis au mois d'août de 2014, on ne sait pas dire ce qu'ils demandent exactement. C'est-à-dire, ils sont en train de flouer le peuple congolais. Et comme les masses sont tenues à l'écart de toutes ces informations sensibles, elles risquent de reconduire le discours des politiciens, de croire dans ce qu'ils disent. Alors, on va petit à petit les entraîner à adhérer à l'un ou l'autre membre de l'ethnie ou de la tribu, à l'une ou l'autre personnalité tribale ou ethnique, au point de mettre entre parenthèses les enjeux politiques réels face auxquels le Congo est placé aujourd'hui. Mais M. Mbelo, comment faire pour réinventer cette culture politique, hein, parce que vous dites que nos politiciens, ils veulent tous jouer au rôle de nègres des services. Comment faire pour réinventer une autre culture politique qui serait plus ancrée dans nos réalités à nous de chez nous? Ce n'est pas simplement un problème d'ancrer la politique dans les réalités de chez nous. Aujourd'hui, les mesures d'austérité appliquées dans plusieurs pays occidentaux ne concernent pas que les pays occidentaux. Hein, souvenez-vous, vers les années 80, 90, 90, comme on dirait ici en Belgique, l'Afrique a connu des mesures d'austérité que certains pays occidentaux sont en train de connaître aujourd'hui. Regardez le cas de l'Espagne, regardez le cas du Portugal, regardez le cas de la Grèce. Ce qu'il nous faut,
c'est opérer des ruptures. D'abord, dans l'organisation de la pensée politique. Monsieur Tengando, restez un peu attentif. Ces messieurs-là, aujourd'hui au Congo, ne disent rien sur la pensée politique. Ils disent quoi? Est-ce que dire que Kabila dégage est une pensée politique? Il n'y a rien derrière Kabila dégage. À moins qu'en disant que Kabila dégage, on ajoute qu'on veut un Congo débarrassé de l'occupation militaire rwando-ougandaise, débarrassé de la tutelle de l'ONU, et un Congo dirigé par ses dignes fils et filles, appuyé sur le soutien des masses populaires. Donc, il nous faut d'abord une rupture du point de vue de la pensée politique. Je crois que c'est Mao qui disait, pour mettre de l'ordre dans l'organisation, il faut commencer par la mettre dans l'idéologie. Qu'est-ce que nous voulons pour le Congo de demain? Est-ce que nous voulons un Congo servile? Est-ce que nous voulons un Congo au service des intérêts néolibéraux? Ou nous voulons un Congo souverain, économiquement, culturellement, politiquement, et qui est au service des intérêts des fils et filles du Congo et qui protège les terres congolaises? Donc, il nous faut d'abord une rupture dans l'organisation de la pensée politique. Un. Deux. Cette rupture dans l'organisation de la pensée politique va engendrer petit à petit une rupture dans l'imaginaire politique congolais. De façon qu'au petit à petit, avec une pensée politique alternative, nous réussissions à mettre sur pied un imaginaire politique alternatif. C'est-à-dire un imaginaire politique débarrassé de toute servilité, émancipé de la pensée néolibérale et refondé sur la solidarité et la coopération. Et là, je renvoie à un modèle réussi aujourd'hui, malgré les coups tordus assénés à ce modèle, c'est le modèle latino-américain. Nous avons bien des choses à pouvoir copier ou imiter de ce modèle qui s'est refondé sur la coopération et la solidarité. Donc, deux grandes priorités: une pensée politique alternative qui conduit à la mise sur pied d'un imaginaire politico-social alternatif, mais cela ne peut être conduit qu'au sein des mouvements congolais solidaires. Alors nous en appelons, nous, aujourd'hui, à la mise sur pied des mouvements congolais solidaires qui entraîneraient tous les Congolais, toutes les Congolaises qui aujourd'hui estiment que nous avons besoin d'une pensée politique alternative et un mouvement congolais solidaire qui aurait à sa tête un leadership alternatif, un leadership collectif fondé sur une autre façon de penser la politique qui ne soit pas cette politique business qui nous a vu venir un jeune homme au passé sulfureux appelé Joseph Kabila, qui aujourd'hui totalise des milliards de dollars, mais qui ne sait absolument rien de la politique. Entre nous soit dit, il a peut-être d'autres mérites, il s'est tué facilement, et il est entre les mains de ses créateurs une créature formidable, parce qu'il tue sans gêne. C'est un bandit de haut chemin, de grand chemin, mais de là à en faire un politicien autour de qui on peut organiser des débats électoraux, il y a un pas qu'on devrait se garder de franchir. Malheureusement, pendant les 15 ou les 10 dernières années, tout le débat
s'est focalisé autour de ce jeune homme, sans passé connu, sans rien, sans rien. Un jeune homme qui n'est qu'une distraction politique pour les Congolais. Très bien, pour finir sur le calendrier électoral, l'opposition a également relevé les nombres élevés des contraintes externes listées par la CENI et internes liées à l'organisation des élections, déplorant ainsi le caractère irréaliste de ce calendrier. Monsieur Mbelou, le régime de Kabila ne crée-t-il pas un processus électoral tellement vicieux que son exécution en sera extrêmement laborieux et débordera inévitablement au-delà de 2016? Là, vous posez un problème qui va au-delà du calendrier électoral. C'est-à-dire, dans un pays miné par une guerre de basse intensité, quel est le rôle des conflits? C'est ça que nous n'arrivons pas. C'est là que je vous dis, du fond du cœur, et de manière très passionnée, je m'excuse, que nous n'avons plus de pensée politique. Sinon, nous commencerions par nous demander pourquoi les conflits sont-ils récurrents au Congo, et les conflits tournent autour des personnalités, de certaines personnalités du business politique, autour des élections. Pourquoi? Quel est le rôle que jouent les conflits dans une guerre de basse intensité? Il y a un article publié par Fankol Tioyo, un ami et frère avec qui j'aime bien débattre, même si nous ne sommes pas toujours d'accord sur notre approche de la politique, et souvent il s'énerve contre moi. Ce n'est pas très grave, mais il publie un article. Nous avons partagé ensemble 4 articles d'un Américain, William Ngdaal, je ne sais pas si je prononce très bien son nom. Il montre que dans une guerre de basse intensité, les conflits sont utilisés pour permettre effectivement la domination globale anglo-saxonne. C'est-à-dire, quand vous créez des conflits, vous aurez besoin à un certain moment donné d'avoir recours aux artisans de paix, aux forces de la paix de l'ONU par exemple. Mais quand l'ONU vient s'installer, c'est pour perpétuer la domination globale de ceux qui la financent. Et ceux qui financent l'ONU depuis la nuit des temps chez nous, ce sont les anglo-saxons. Donc, nous allons tout droit vers un conflit que l'ONU va essayer de gérer avec les différents accords qui pourront encore être signés, mais cela ne va servir qu'à l'expansion de la domination globale anglo-saxonne, avec Africom qui s'annonce déjà au Congo, avec les infiltrations rwandaises et ougandaises dans l'armée congolaise, mais aussi avec cet appel de pied pour qu'on fasse la guerre au FDLR. Vous comprenez qu'il y a les conflits qu'on entretient au Congo entre les acteurs politiques, inutilement opposés entre eux parce qu'ils sont tous du même bord, ils sont tous du bord du statu quo, ils sont tous d'accord pour servir les intérêts des îles. Ils nous ont dit, souvenez-vous de ce que j'ai dit dans mon dernier article sur Kabila s'en va et Africom vient chez nous, s'installe au Congo. Donc, ils sont tous du même bord. Ce sont les acteurs du statu quo. Alors, ils créent ces conflits-là, ils entretiennent ces conflits-là pour permettre à leurs parrains, pour permettre à la domination anglo-saxonne de pouvoir réaliser de plus en plus son expansion à partir du Congo. Sachez, et vous le savez, le Congo a 9 voisins. Donc, entretenir l'expansion, la domination globale made in USA à partir du Congo, c'est neutraliser du même coup les 9 voisins du Congo, c'est handicaper l'unité africaine. Vous voyez les enjeux? Mais qui en parle parmi ces politiciens-là? Personne. Personne. Tous, c'est Kabila. Mais Kabila, c'est une diversion.
C'est une distraction. Voilà pourquoi j'en appelle vraiment à la rupture avec cette fameuse classe politique-là. On a des amis qu'on aime bien parmi eux, mais ils ne font pas de la politique. Ils ne font pas de la politique. Ils nous distraient. Ils nous distraient au point que nous allons nous réveiller demain, nous n'avons plus de pays, nous saurons où aller avec toutes ces, tous ces extrêmes droites qui sont en train de monter partout au monde. Demain, les Congolais risquent de ne pas avoir de parti, de patrie. Ils ne sauront où aller quand ils seront traqués à travers le monde parce que les extrémismes sont en train de monter. Donc, nous disons à nos amis qui font partie de cette opposition-là, qui n'ont plus de discours politiques à présenter à nos populations, qu'ils se taisent tout simplement ou qu'ils se convertissent à la pensée politique alternative, qu'ils reviennent aux enjeux réels. Qu'est-ce que nous faisons des terres congolaises demain? Que sont en train de devenir nos terres congolaises? Pourquoi est-ce qu'Africom est en train de s'implanter au Congo? Comment allons-nous faire pour ne plus dépendre de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international? Comment allons-nous faire pour créer un mouvement pour un Congo solidaire en nous débarrassant des intrus qui sont dans l'armée? Voilà des problèmes qu'ils n'abordent pas. Ils sont en train de faire le monde pour se faire photographier en costume cravate, mais ils n'abordent pas les problèmes sérieux. Très bien, cette semaine, Joseph Kabila a reçu les diplomates occidentaux accrédités à Kinshasa et il a fait passer un message, semble-t-il, que la RDC renonce à tout soutien des Nations Unies pour mener une offensive armée contre les rebelles Hutus rwandais de FDLR. Joseph Kabila a également critiqué l'ingérence de ce qu'il a appelé la communauté internationale dans les affaires intérieures du pays. Monsieur Mbelo, pourquoi cette séquence des communications à ce moment précis du régime vis-à-vis de ses parrains occidentaux plus particulièrement? Attention, moi je ne vais pas répondre à vos questions telles que vous me les posez, je sens que vous me piégez, même si nous sommes amis, je ne vais pas tomber dans vos pièges. Mais regardez, Monsieur Kabila parle de quoi? Il n'y a pas de... Comment est-ce qu'on peut, après tout ce qu'il y a eu comme débat au tribunal pénal international, continuer à condamner tout un peuple, toute une fraction du peuple? Donc, les Hutus ont tous aujourd'hui, comme ils ont tous commis le péché de faire partie de cette ethnie-là qu'on appelle Hutu. Donc, ils sont tous des génocidaires. Mais c'est quoi ça comme histoire? Donc, même lui, quand il dit qu'il veut se passer du soutien de l'ONU pour traquer les FDLR, il reconduit une approche FDLR biaisée. Je ne nie pas le fait qu'il y ait parmi les FDLR aujourd'hui au Congo l'un ou l'autre qui a trempé dans le génocide. Mais je nie pas non plus le fait que les procès menés au tribunal pénal international pour le Rwanda ont montré déjà en 2008 qu'il n'y a jamais eu de planification de génocide entreprise par les Hutus. Mais encore une fois, M. Etienne Ngandou, qu'est-ce qui se passe? On oppose les Bantous les uns contre les autres. C'est là que la question de la guerre se repose. Pourquoi est-ce qu'on entretient la guerre de manière perpétuelle en Afrique centrale? Pourquoi est-ce que ceux qui veulent qu'il y ait cette guerre-là, pourquoi est-ce qu'ils ne se font pas la guerre entre eux? Dans combien de pays occidentaux y a-t-il de guerre aujourd'hui? Dans combien de pays occidentaux? Ils sont en train de lutter contre ce qu'ils appellent le terrorisme. Dans l'entretemps, ils veulent entretenir en Afrique centrale des guerres entre les ethnies. Encore une fois, c'est là la tactique. Comment, à partir des différends réels entre les ethnies en Afrique, entretenir une guerre perpétuelle dans laquelle pourraient intervenir les missions de paix
pour perpétuer la domination globale anglo-saxonne. Je vais publier, tu as déjà publié un article, on peut lire avant la référence, mais je publierai d'ici là 2-3 articles sur l'usage des conflits. Et là, si nous, Congolais, nous n'arrivons pas à faire des analyses froides. Mais M. Mbello, Monsieur Mbello, pour revenir à la question, est-ce que les régimes est-il à ce point fâché avec ses parrains qu'il se livre à ces spectacles? Et pourquoi ne prend-il pas le peuple à témoin pour afficher son indépendance et sa capacité à se prendre en charge dans cette affaire des FDLR, par exemple? Mais acceptez que je vous félicite parce que vous avez beaucoup de suite dans vos idées. Le régime est pris dans son propre piège. Il a tué les Congolais. Il ne peut plus prendre appui sur les Congolais. Si ce régime avait été intelligent, il prendrait appui sur les Congolais pour confondre ses parents. Mais ses parents savent comment ils jouent. Ils jouent comment? Ils vous mettent vos masses populaires sur le dos en vous incitant à les tuer. Ils créent les conflits pour que les masses populaires vous haïssent. Après, ils vous haïssent eux-mêmes parce que Rome ne paie pas toujours les traîtres. Et c'est ça, mon cher frère, la tactique qui est toujours utilisée. On vous instrumentalise contre vos populations. Quand vos populations commencent à vous haïr, ceux qui vous ont instrumentalisé vous vomissent, vous ne valez plus rien, mais le comble est qu'ils vont, à ce moment-là, refabriquer d'autres nègres de service. Alors, les mêmes qui vous ont fabriqué, qui vous ont vomi, prennent le temps d'avoir, et dans votre camp, et dans les camps adverses, d'autres nègres de service à qui ils vont garantir qu'ils feront mieux avec eux. Mais souvent, nous sommes tellement bêtes que nous croyons à ce scénario-là, nous croyons à ces stratégies-là, nous croyons à ces tactiques-là. Et quand il arrive qu'on en parle, tel que je suis en train de le faire, on va vous dire, oh mais ceux-là, ils exagèrent, ils croient quoi, nous. Mais on n'approfondit pas. Monsieur Étienne Ngandou, il y a aujourd'hui des livres, des tonnes de livres sur ces tactiques et ces stratégies. Nous ne les maîtrisons pas. Nous faisons le monde. Aujourd'hui, vous avez des politicards congolais qui sont en train de sillonner le monde pour aller demander à ceux qui ont fabriqué Kagame, à ceux qui ont fabriqué Kabila, à ceux qui ont fabriqué Museveni, de les parrainer contre leurs ex-créatures. C'est ça le drame de l'Afrique. C'est ça la tragédie de l'Afrique. Cette théâtralisation politique n'a fait que trop durer. Mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est que les critiques dont je vous parle ici ne sont pas formulées par les Congolais. Ce sont les Américains eux-mêmes qui étudient le fonctionnement de leur système de l'intérieur. Ce monsieur William dont je parle là, c'est un Américain. Prenez Peter Dal Scott, prenez Chomsky, mais nous ne lisons pas, nous ne nous laissons pas instruire. Je ne cite pas le dernier livre de Patrick Mbeko et Honoré Nganda. On va dire, ah, mais comment est-ce qu'il peut citer un ex-moubutiste? Mais Chomsky n'est pas moubutiste. Peter Dal Scott n'est pas moubutiste. Et Edouard Herman n'est pas moubutiste. Peterson qui a écrit un livre sur le génocide rwandais, la propagande, avec Edouard Herman, n'est pas moubutiste. Christopher Black n'est pas moubutiste. Donc, pourquoi est-ce qu'à un certain moment, nous mettons entre parenthèses toute cette documentation qui nous aide à comprendre le fonctionnement de la machine de guerre américaine, nous la mettons entre parenthèses pour refaire la même chose, aller vers les mêmes acteurs. Pourquoi est-ce que nous faisons ça? Oui. Très bien, pour finir sur cette question, Joseph Kabila a également critiqué la tendance de certaines ambassades de s'ingérer dans les affaires intérieures du pays. En mai dernier déjà, Joseph Kabila avait interpellé les ambassadeurs et avait demandé qu'ils ne soient pas des officines de l'opposition. Monsieur Mbello, en renouvelant ces accusations en moins d'une année, n'est-ce pas là une indication d'une certaine
fébrilité hein, d'un régime qui doute de plus en plus quant à son avenir hein, par rapport à l'échéance de 2016. Je crois que nous avions déjà débattu, nous avions déjà échangé sur cette question. Et vous avez évoqué un adage Chiluba. Kabila n'a rien à dire à ses ambassades. N'eût été ses ambassadeurs, Kabila ne serait pas là où il est aujourd'hui. C'est signe que ce garçon-là ne réfléchit pas. On a beau dire qu'il est devenu je ne sais quoi, mais ce garçon-là ne réfléchit pas. N'eût été ces ambassadeurs-là. Mais regardez, allez relire l'article de Arnaud Zeitman. Il est minuit moins une à Kinshasa. Arnaud Zeitman, le 7 décembre 2011, quand il écrit cet article-là, moi je l'imagine dans tous ses états. Kabila devient président avec le soutien des ambassadeurs occidentaux. Et aujourd'hui, il peut oser les regarder en face pour parler d'ingérence. C'est un garçon qui ne réfléchit pas. Il ne réfléchit pas. Il est pris. Mais est-ce que je dirais qu'il est pris à son propre biais? Non. Il n'a pas compris. Et il n'était pas capable de comprendre la stratégie d'instrumentalisation dans laquelle il est tombé. Ce n'est pas pour rien qu'il a été choisi. C'est parce qu'il n'était pas capable de comprendre. Et beaucoup d'autres qui pourront être choisis après lui, ça sera aussi parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre ou parce que leur cœur et leurs esprits ont été mangés par la cupidité et le mépris de leurs compatriotes. Ils vont être utilisés de la même façon et ils seront vomis de la même façon si les dignes fils et les dignes filles de Congo ne prennent pas soin de casser, de rompre avec ce cycle infernal. Hein, qu'ils n'aillent pas applaudir à ces messieurs qui, après-demain, après avoir fait le tour des États-Unis et de l'Europe, vont rentrer pour chercher le suffrage des masses populaires, qui n'applaudissent pas à leur refrain. Et je vous dis que dans les jours et les mois à venir, nous allons prendre le risque de parler de ces messieurs-là. Et clairement, il faut arrêter ce jeu-là. Hein? Nous prendrons le risque, quoi qu'il arrive. Nous prendrons le risque, mais nous devons casser ce jeu-là. Très bien, pour finir, un mot sur les 16 février. Aujourd'hui, cela va faire 23 ans que les chrétiens et autres manifestants politiques exigeaient la réouverture des travaux de la CNS. Se faisaient tuer à Kinshasa. Pourtant, il y a un mois, il y a eu à Kinshasa des nouvelles tueries des masses hein, qui rappellent le 16 février 1992. Monsieur Mbelo, on a l'impression que l'histoire se répète en permanence au Congo et qu'elle bégaye hein, en quelque sorte. Oui, mais parce que nous ne créons pas de monuments. Entre nous soit dit, hein, j'en profite pour rendre hommage à mes compatriotes qui sont tombés le 16 février et au groupe Amos qui, avec Thierry Landou et M. Kandolo et José Mpundu, a abattu un travail formidable ce jour-là. Je vous informe qu'aujourd'hui, cet après-midi, José Mpundu va donner une conférence autour du 16 février. Mais M. Etienne Landou, comment voulez-vous qu'un pays qui ne crée pas de monuments, un pays qui n'entretient pas sa mémoire historique en s'arrêtant sur ces grandes dates, en ayant les noms de ses fils et filles qui périssent dans des troubles comme le carnage du 16 février 1992. Nous n'avons pas de mémoire. Un peuple tient le coup à travers l'histoire par sa capacité d'entretenir la mémoire historique. Qui enseigne, je m'excuse, qui enseigne le 16 février dans nos écoles? Mais regardez, la Shoah est enseignée. Même si les Juifs sont encore persécutés aujourd'hui à travers le monde, mais la Shoah est enseignée. Qui enseigne le 16 février au Congo? Qui va enseigner le 26 novembre au Congo? Voilà pourquoi, M. Tenlandou, je vous dis que le travail que vous faites ici est un travail
qui vous sera reconnu par les générations futures. Vous aurez marqué l'histoire en essayant de revenir sur ces dates essentielles pour la mémoire historique congolaise. Demain, si les dignes fils et les dignes filles du Congo prennent le pouvoir, il leur faudra entretenir la mémoire historique en créant différents musées. Des musées de la colonisation avec les mains coupées, des musées du 4 janvier 59, des musées de la mort de Lumumba, de l'assassinat de Lumumba, des musées des forces qui ont résisté contre le pouvoir de Mobutu après le coup d'État de 65, des musées avec tout ce qu'il y a eu le 16 février 1992. C'est comme ça qu'un peuple se construit en essayant d'entretenir sa mémoire historique en disant plus jamais ça. Mais comme nous n'avons pas encore eu un pouvoir à même d'organiser notre plus jamais ça, j'estime, c'est peut-être tragique de le dire, qu'ils vont encore continuer à nous tuer. Ils vont encore continuer à nous tuer. Je ne suis pas très sûr que dans 2-3 mois, dans 2-3 ans, il n'y ait pas d'autres carnages organisés pour la domination globale anglo-saxonne dans lesquels nos fils et nos filles, et peut-être nous-mêmes, allons périr. Comprenons qu'il est temps de pouvoir organiser et entretenir notre mémoire historique pour échapper à la mort orchestrée contre nous en tant que peuple, le peuple, un des peuples du Sud à qui appartient l'avenir du monde. Très bien, merci beaucoup M. Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien M. Etienne Ngandou et à la semaine prochaine.